Si vous voulez, l'exil, j'allais dire, il y a l'exil volontaire et l'exil involontaire. Oui, j'en sais quelque chose parce qu'étant exilé moi-même. D'accord. L'exil, si vous voulez, aussi fait que les gens qui sont dans l'exil produisent aussi. Est-ce que parce qu'il y a une douleur quelque part... Peut-être qu'ils produisent plus. Peut-être oui, que l'exil incite à produire aussi. La plus grosse production vient de l'exil, je pense. Je rappelle que tu as écrit un excellent essai qui s'appelle « Les voix de l'exil », qui est sorti aux éditions L'Harmattan à Paris. Et toujours pour poursuivre un peu dans ce domaine universitaire, si demain l'Algérie veut faire revenir ses chercheurs, ses universitaires, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse, à ton avis? J'espère que ce n'est pas... Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas une utopie Non, je pense, oui, c'est chimérique un peu, j'allais dire, si je caricature tout ça, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer, si vous voulez, avec un scénario suivant. L'Algérie fait appel à ses ressortissants qui sont à l'étranger pour qu'ils puissent... Il y a des choses qui se font. Moi, bon, je reçois, si vous voulez, des invitations pour des collaborations scientifiques, pour des suivis pédagogiques sur place en Algérie, etc. Ça se fait un peu individuellement, mais c'est vrai que ça devrait se faire de manière beaucoup plus généralisée, de manière beaucoup plus ample. Il faut que... parce qu'on ne peut pas faire venir des gens, les gens sont installés. Vous et moi sommes installés ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur offrir ce qu'ils ont là où ils sont. Je pense qu'on peut contribuer à l'essor, si vous voulez, universitaire, à l'essor technique, à l'essor économique, culturel en Algérie, tout en étant à l'extérieur. Oui, l'espace n'est pas si déterminant que ça, si vous voulez, dans le mode de production. L'espace n'est pas si important que ça. Je peux être aussi bien à Paris et voyager trop souvent, c'est ce que je fais. Moi, je fais à peu près deux voyages un pied là-bas, deux voyages par mois. Voilà. Bon, ça ne m'empêche pas d'être en contact. Je suis allé à la Rouate il n'y a pas longtemps et donc on a mis sur pied un certain nombre si vous voulez, de projets pédagogiques, de recherche, de méthodologie, etc. De même que je suis passé à Sétif sur une invitation. D'ailleurs, sur un auteur qui D'accord, on en parlera tout à l'heure, un grand poète, Rabah Belamri, bien sûr. Abdelkader, si tu veux, on continue un petit peu rapidement notre survol de notre indépendance. Est-ce que, par exemple, la nationalisation des hydrocarbures en 71, est-ce que ce ne fut pas un grand moment de l'histoire algérienne? Oui, c'est d'abord une rupture avec le passé. Voilà. Et puis, c'est un moment euphorique aussi. Donc, ce sont deux moments très importants qui jalonnent un peu l'histoire de l'indépendance algérienne et qui jalonnent l'histoire... Il y a eu bien sûr auparavant la nationalisation des minerais aussi. Voilà, qui jalonnent l'histoire des énergies nationales algériennes. Maintenant, est-ce que cette décision, certes, elle fut audacieuse, celle si vous voulez, de pouvoir prendre cette décision. On n'avait peut-être pas vraiment les moyens de la politique, de notre politique à l'époque, mais je crois que c'était audacieux. C'était audacieux, ça a très bien marché. La nationalisation, c'est bien. Il y a beaucoup de nationalisation en France et dans les pays européens, à condition, si vous voulez, qu'on puisse occuper à bon escient ces secteurs d'économie et ne pas avoir cette impression que ça appartient à l'État, donc je ne travaille pas. Mais les gens travaillent quand même. Un petit peu. C'est ça qui est important. Il faut que les gens soient responsables. Ça appartient à tout le peuple algérien. Voilà, ça appartient il faut qu'ils soient conscients. À l'État. Voilà, que les revenus reviennent un peu sur tout le monde, etc. Il faut ça. Et puis, c'est important. Et tout en parallèlement en encourageant aussi le secteur privé, qui est très porteur. Toujours à cette époque-là, donc de la nationalisation des hydrocarbures, on a eu aussi ce que nous avons appelé de par le passé la révolution agraire. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent que ce fut une erreur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut parler ainsi? J'ai une approche, mais pas sous le même angle, si vous voulez. Moi, je pense que quand il y a des limitations de la liberté individuelle, je pense que ça pose problème. Voilà. Je peux vous dire tout simplement, par analyse qui paraît un peu simple, voire simpliste, mais elle a, si vous voulez, une profondeur immense. L'URSS, l'Empire soviétique, s'est écroulé à cause pratiquement de deux choses. La liberté individuelle et la liberté du culte. Quand on enlève, si vous voulez, l'essentiel
dans l'être humain, je pense que là, il est complètement inhibé et il ne peut pas aller de l'avant. Il perd ses repères dans ce cas-là? Il perd ses repères. Naturellement, pour ce qui est de la révolution agraire, je pense que c'est des méthodes dépassées complètement, si vous voulez, cette collectivité, ce collectivisme, ces Mais c'était dans l'air du temps, hein. Il y avait deux groupes à l'échelle internationale. Voilà, ces colcos, ces sauf-causes, ces formes de météage un peu à la... Le village socialiste, hein. On voilà. a construit C'est beaucoup bien, de villages si vous voulez, mais socialistes. ça reste un peu chimérique. Je veux dire, on ne peut pas obliger, on ne peut pas, là, le pouvoir, le gendarme, être derrière chacun pour lui dire qu'il faut travailler. Non, je pense qu'il y a d'autres motivations. Il faut donner les moyens aux gens et à eux, si vous voulez, de travailler, de produire. D'accord. Toujours donc. Il y a aussi la révolution culturelle aussi. Oui, bon, la révolution culturelle, il y a eu des hauts et des bas aussi. Mais on ne peut pas parler de tout. Donc, si tu veux, Abdelkader, on arrive à 1992 et nous nous retrouvons à faire pratiquement une guerre civile entre nous. Est-ce que cela pouvait être évité? Juridiquement, il y a eu, si vous voulez, un processus électoral juste, électoral, oui. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu, si vous voulez, d'irrégularité. Donc, soit il fallait laisser les choses se dérouler, soit il fallait l'arrêter, comme on l'a fait. Donc, on n'avait pas d'autre alternative que celle-là. Est-ce qu'il ne fallait pas justement laisser les choses se faire et canaliser un peu les frustrations, les violences qui déjà apparaissaient? Est-ce qu'on s'est pris un peu de manière brutale et c'était inévitable, c'était le clash? Je pense que si, oui. Je pense que si. C'est vrai qu'il y a des abus aussi. Mais bien sûr qu'il y a des abus. Il y a des abus, il y a des choses qui sont totalement, si vous voulez, inacceptables. Je reviens toujours à cette liberté individuelle. Je parle toujours si vous voulez, parce que l'être humain, il faut qu'il soit créatif, il faut qu'il soit un peu libre de ses mouvements, etc. Tout à fait, bien sûr. Mais sur le plan purement juridique, je pense qu'il y a eu une grosse frustration et un arrêt tout à fait illégal, illégitime, si vous voulez, du processus électoral. Tout à fait, il fallait peut-être bien surveiller les choses, laisser ce parti arriver au pouvoir et puis dialoguer avec lui. On ne peut pas tourner le dos à toute une frange de la population. Ça ne fait qu'exacerber, si vous voulez, les haines et les ressentiments entre les gens. Je pense que la meilleure façon, c'est de dialoguer et trouver un moyen. On voit ce qui se passe maintenant en Égypte, on voit ce qui se passe en Tunisie. Il y a des fortes tensions, il y a des affronts quotidiens, mais je pense qu'il y a en dessous... Il y a une possibilité d'évolution plus intéressante. Il y a un dialogue. Il y a un dialogue. En 92, il n'y avait pas ce dialogue. Il y avait des gens extrémistes des deux côtés. Tout à fait. Les extrémistes des deux côtés ont pris le dessus. Et l'Algérien, en général, est un être assez modéré. Je ne pense pas qu'il soit sur une ligne excessive d'un intégrisme, ni, si vous voulez, d'une ligne politique excessive, comme on l'a vu avec un petit peu le tout à fait. 20 ans après, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Parce que 20 ans après, il semble qu'on n'ait pas réglé nos problèmes politiques. Parce que quand tu parles de liberté, cette liberté, elle existe, mais elle a ses limites aussi. Il faut que le pouvoir politique et les gens qui sont au pouvoir comprennent qu'il peut y avoir d'autres alternatives et qu'ils puissent comprendre qu'il y a d'autres gens qui peuvent aussi gérer le pays, gérer la cité, qui peuvent réfléchir et qui ne détiennent pas, si vous voulez, le monopole ni le label de la gestion, ni de la bonne gestion, ni de la compréhension générale du pays, si vous voulez. Vous comprenez? Tout à fait. Donc il faut qu'ils comprennent que l'Algérie appartient à tous les Algériens et qu'il y a des Algériens qui sont en dehors de ce pouvoir. Qui réfléchissent dans la société civile, aussi bien en Algérie qu'en dehors de l'Algérie. Le problème, c'est qu'on ne les appelle pas pour des consultations. À un certain moment, c'est vrai, on appelait, je crois que c'était du temps de Chadli ou de Zerouel, je ne me rappelle pas très bien. De temps en temps, on appelait, on faisait des clins d'œil comme ça à la société civile, on appelait des professeurs d'université comme Issad, etc. à l'époque. Mais peut-être qu'on ne les écoutait pas vraiment. On fait juste une pause à Abdelkader et on revient. Une petite pause publicitaire et on revient.